Je vais faire un cours sur le chapitre 5 de mon livre. Je remercie d'abord, bien sûr, le Forum des images pour son invitation. Je remercie aussi Catherine Cocchio, c'est le cas de le dire, pour sa recension très généreuse qui offre une synthèse du livre bien mieux que moi je pourrais le faire. Et je vais donc commencer mon cours. Dans le passé, comme dans le présent le plus brûlant, des résistances au long cours se sont construites en partant de l'effacement, en le refusant, en le rendant visible, en y opposant d'autres récits. Les contre-mémoires détricotent non seulement les mythes des origines, mais aussi les silences sur lesquels le pouvoir fonde sa légitimité et ses fictions. Ce combat se mène partout, dans les universités, dans les salles de cinéma, les musées, les librairies, les salles de concert, mais aussi les restaurants. C'est un combat qui œuvre à ronger les monopoles institués par les récits nationaux et à ramener à la surface des armées d'histoires minoritaires qui racontent et montrent tout autre chose. Et ce combat, il a appris à opérer en se déployant à l'intérieur même des arènes artistiques et intellectuelles, c'est-à-dire non seulement dans le champ du savoir ou de la justice, mais en se montrant plus désirable, plus convaincant, plus novateur. Et comme me le disait un jour un rappeur palestinien, de façon très simple, we have to outcool our oppressors. Il nous faut être plus cool que nos oppresseurs. Face à cela, le pouvoir colonial se réorganise et change de terrain. L'État ne nie pas la violence. Il l'exhibe, et s'en sert comme d'un instrument de contrôle et de souveraineté. C'est ce que montre l'anthropologue Nazan Ustundag dans sa recherche au long cours sur les femmes dans le mouvement de libération kurde. En observant le traitement de la question kurde par le régime d'Erdogan à la lumière des concepts issus de la pensée de libération noire aux États-Unis, Nazan Ustundag identifie un déplacement dont les exemples se multiplient sous nos yeux. Les formes de domination évoluent. Il ne s'agit pas tant de produire des discours et des représentations, par exemple de décrire certaines populations comme criminelles ou ennemies ou des animaux humains, mais il s'agit de produire des cadavres et de mettre en scène ce moment où un être humain devient un corps sans vie. Gouverner, autrement dit, à travers le spectacle du devenir cadavre, ce que les penseurs des Black Studies appellent corpsification, un devenir cadavre qui transforme les autres en choses pures, indifférenciées et sans désir. Le mode opératoire est celui de la sidération. Non pas seulement la paralysie devant l'horreur, mais quelque chose de plus complexe. Une force qui nous mobilise et nous immobilise à la fois, en éveillant en nous une part moins avouable, celle d'une fascination pour la possibilité de tout humain de devenir une chose. L'objectif de ce spectacle est de transformer un public en population, à l'échelle de nations ou même à l'échelle du globe, une population qui est acculée à l'impuissance, se concevant comme spectatrice muette, saisie en son point le plus fragile, c'est-à-dire sa sensibilité à l'obscène, avec ce mélange d'effroi et de fascination, puis sa désensibilisation progressive à ce même spectacle, les deux phénomènes étant liés. C'est ce que nous fait vivre la guerre génocidaire menée par l'État d'Israël à Gaza, qu'on le veuille ou non. La scène se joue à trois, c'est toujours joué à trois, les tueurs, les tués et les spectateurs. Et ce traumatisme de la représentation, comme l'appelle Nazan Ustundag, cherche à détruire l'imaginaire et à fixer dans l'abjection la subjectivité de ceux qu'il est toujours possible de transformer en dépouilles, c'est-à-dire des corps fragmentables. Les politiques de la cruauté ciblent les liens et les capacités d'attachement. Elles cherchent à créer un monde où la vulnérabilité des autres est exposée à travers leur souffrance et où les lignes d'appartenance politique se négocient à travers un acquiescement à cette souffrance, fût-ce un acquiescement par le silence. Il y a des multiples façons d'arracher cet acquiescement, qui se conjuguent souvent dans les faits en des formes nuancées et complexes. Par exemple, on peut citer le statu quo institutionnel, la justification, la terreur pure et simple, le dégoût qui est produit par l'abjection à laquelle sont renvoyées les victimes de la cruauté, le brouillage, c'est-à-dire qu'on ne comprend plus qui fait quoi et pourquoi, ou encore le flou cognitif que maîtrise si bien la propagande russe, par exemple. Et dans ce cas-là, le fait que ce soit vrai ou non n'a tout simplement plus aucune importance. Il ne s'agit pas seulement d'invisibiliser les souffrances, donc. Ce qui est assigné à l'invisibilité cette fois, c'est notre réaction à la souffrance des autres.
Cette dernière n'est pas effacée comme un phénomène vécu, au contraire, mais c'est plutôt son essence radicalement intersubjective qui est niée. Le fait qu'elle soit partagée ou comprise par ceux qui en deviennent témoins. La mise en spectacle est importante, même si celle-ci passe par beaucoup de secrets et un peu de montré. Dans cette opération prend forme un pacte de gouvernement. Riposter à cela exige une théorie politique de la cruauté, ce à quoi se sont attelées des chercheuses au Moyen-Orient et en Amérique du Sud, et c'est d'elles que je voudrais parler notamment dans ce cours. En Amérique latine, marquée par les féminicides, les disparitions, les viols impunis, Rita Segato décrit la cruauté comme une pédagogie sociale, donc je la cite, une leçon de pouvoir apprise, répétée, socialisée. Elle se donne donc cette leçon sur le corps des femmes, des pauvres, des exclus, devenus territoire d'un message. Ce n'est pas seulement la loi du plus fort, et ces exclus étant au bout de la chaîne de cette loi du plus fort, mais c'est une destruction exemplaire qui cherche à fabriquer du consentement par accoutumance au spectacle de la douleur. D'un côté, effroi et exemple, de l'autre côté, déni et habitude. Telle est la méthode. La cruauté devient un bruit de fond qui refaçonne les rapports humains à travers le soupçon, la peur et l'atomisation. Ce qui devrait provoquer la stupeur finit par s'inscrire dans notre routine, qui s'en trouve de même coup modifiée. Le déni devient ce que Segato appelle une technologie de désensibilisation pour façonner une indifférence active, qui est cette capacité à voir sans être atteint. Et on le voit bien, et c'est une forme de socialisation primaire qu'on voit bien, par exemple, dans nos sociétés, chez les enfants, et leur réaction face aux sans-abri. Au début, le choc, l'incompréhension, et puis peu à peu, l'habituation. Segato souligne que la cruauté s'apprend. Elle se transmet dans des gestes, des paroles, mais aussi des institutions, comme l'école, la police, les administrations, qui enseignent l'obéissance à des hiérarchies fondées sur l'humiliation. Cette pédagogie est sexuée. Elle valorise une masculinité autoritaire et conquérante et le triomphe d'une puissance incarnée par le corps viril. Le féminin, que cherchent à détruire les pouvoirs militarisés, n'est pas une essence, mais c'est une fonction de production du lien, c'est-à-dire précisément ce qu'il faut désarticuler pour gouverner un corps social affaibli. Donc en fait, la question du déni, dont parle Stanley Cohen, cette forme d'habituation dont j'ai parlé tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à la cruauté, mais la politique de cruauté va se servir de ce déni comme pour instituer sa technologie de désensibilisation. Cette violence dépasse les situations de guerre. Elle s'infiltre dans les relations quotidiennes, dans des dispositifs qui rendent certains actes presque automatiques. Ce continuum entre l'ordinaire et l'atroce ne place pas la cruauté derrière ces sortes de digues que constituent les figures exceptionnelles du psychopathe ou du tyran fou. Il permet au contraire d'en penser la dimension diffuse, mais tout de même ancrée dans une logique de pouvoir. Celle de l'État comme une machine de cruauté, qui n'est pas tout le temps cruelle, mais qui travaille à maintenir un ordre en recodant la domination patriarcale sous des formes sécuritaires, carcérales, économiques, de plus en plus privatisées. L'une des conséquences majeures de cette pédagogie est l'isolement. Elle rompt la filiation, empêche la solidarité et rend suspecte le mouvement d'empathie. Quand le fait de ressentir devient un risque, pour nous-mêmes comme sujet, mais aussi pour l'ordre, alors l'indifférence et la méfiance deviennent des replis stratégiques dans des rapports qui nous sont permis et auxquels nous avons été dressés. D'où l'enjeu de désapprendre, rappelle Segato, qui passe par le fait de raconter, de relier et de ressentir, et de trouver dans ces domaines une forme de souveraineté. Il ne s'agit pas pour cette contre-pédagogie de nier la cruauté en se tournant vers le beau et le positif. Mais l'enjeu est d'éviter que cette cruauté devienne la seule grammaire du monde. Salwa Ismaël, dont vous n'aurez pas la référence ici, la politologue Salwa Ismaël, qui travaille sur la Syrie des Assad, montre comment la captivité, la surveillance, la torture et les disparitions redéfinissent les règles du jeu politique. Le pouvoir habite les corps et les esprits par l'anxiété, l'anticipation d'une répression qui est toujours possible, mais qui n'est jamais prévisible ou lisible. La rumeur, les récits troués, les gestes des survivants propagent l'avertissement. C'est un avertissement qui dit « voici ce qui vous attend » et qui le dit à tout le monde, à ceux qui savent aussi bien qu'à ceux qui ne savent pas ou qui pensent qu'ils ne savent pas. L'incertitude orchestrée empêche la projection et entretient la peur.
La violence devient un régime de perception, un mode sensoriel du politique. Nazan Ustundak, si on revient à elle, rajoute une autre dimension à cette politique de la cruauté, puisque en Turquie, elle pense la cruauté étatique comme une forme de contrôle par épuisement, qui passe par la précarisation extrême, donc à travers les bombardements successifs par exemple, par le deuil empêché, les politiques de disparition, et par la répression militaire, et qui s'articule à une répression juridique. Sa mise en spectacle, à travers des vidéos qui montrent les devenir cadavres des corps des opposants, par exemple suite à des attaques de drones, cette mise en spectacle n'est pas un débordement, mais il faut plutôt la penser comme un outil qui permet au pouvoir de tester ses limites, de se renforcer dans la répétition, en neutralisant peu à peu toute résistance organisée. Dans l'horizon qui est institué par cette cruauté réglementaire, comment se déploie une imagination politique capable de la contester? Voilà la grande question que pose Nazan Ustundak. Et cette question, qu'elle pose à travers les mouvements de libération, déplace le centre de gravité de la politique. Non plus comme le pouvoir de commander, non plus seulement comme une question de représentation, de discours ou d'organisation, mais comme la capacité à tenir, à maintenir des liens, à résister à la destruction imposée. En Palestine, la psychologue et anthropologue Nadera Shalhoub-Kevorkian montre justement que la résistance commence par le lien. Rassembler les morts, identifier les fragments et les enterrer, tels sont les gestes qui permettent une continuité de la communauté. Et c'est ce qu'elle développe en pensant le quotidien de la guerre génocidaire dans les 2 dernières années. Cet effort limite, qui rétablit le lien entre les vivants, les morts et la terre, répond à une destruction qui force les habitants à se concevoir et à concevoir leur communauté comme pouvant devenir, à chaque instant, des fragments disloqués. Résister à cette colonisation des imaginaires implique, pour la soignante qu'est Shalhoub-Kevorkian, en tant que psychologue, cela implique de donner un nom à l'expérience qui est vécue. Ce sera celui de Ashla, qui désigne les fragments d'une dépouille, et qui fait aussi référence à la terre palestinienne fragmentée, en un archipel de territoire par les politiques d'occupation, là où existait la continuité d'un pays. Le lien entre l'ensevelissement et la résistance traverse les réponses aux politiques de la cruauté. Et la poétesse iranienne Folur Farrokhzad en a tracé une parmi d'autres de réponses dans le long poème qu'elle a écrit peu avant sa mort accidentelle, en 1972, un poème qu'elle a intitulé « Croyons au début de la saison froide », qui a été réédité récemment sous le titre « Croyons à l'aube de la saison froide ». Bonjour, solitude étrangère. Je te confie ma chambre, car les nuages sombres annoncent toujours des versets fraîchement purifiés. Et dans le martyre d'une bougie, il est un secret lumineux que connaît bien la dernière et la plus persistante flamme. Croyons. Croyons au début de la saison froide. Croyons aux ruines des jardins de l'imagination, aux fossiles abandonnés et aux graines emprisonnées. Croyons au début de la saison froide. La saison froide s'en vient, et dans le même mouvement, Folur nous demande de croire. Là où l'année commence le 1er janvier, l'hiver ouvre le cycle, comme en Europe. En Iran, au contraire, le calendrier est autre, puisque l'année débute à l'équinoxe de printemps, et donc au 20 mars, et que la saison froide clôt alors l'année, et le printemps qui vient ouvre une nouvelle année. Dans cette perspective cyclique, les graines sont pour l'instant prisonnières, captives parce qu'elles sont gelées, mais on sait qu'elles germeront lorsque les conditions deviendront favorables. Cela mobilise alors un imaginaire perçant de la germination qui nous ramène au féminin, comme le rappelle dans son travail la philosophe Émilie H., cet imaginaire autour duquel s'organise le rituel du Nouvel An en Iran. Pendant une dizaine de jours, dans chaque foyer, on observe des graines de lentilles ou de blé germer et devenir plantes. La poétesse nous invite à ne pas abandonner cet imaginaire de la puissance. Être lucide, courageux dans sa lucidité, mais se laisser travailler par la pensée de la germination. Dans les pays arides, quand la pluie tombe, on voit parfois des graines prisonnières de la sécheresse faire soudain une poussée collective. Et il suffit d'une averse pour que 3 heures plus tard, un duvet vert recouvre le sol. Cette résistance des graines entre en résonance avec d'autres vers plus célèbres, qui sont ceux du poète grec Dinos Christianopoulos, écrit quelques années après ceux de Folur Farrokhzad, en 1978.
« Que n'as-tu fait pour m'enterrer? Mais tu as oublié que j'étais une graine. » Christianopoulos, marginalisé pour son homosexualité dans une Grèce encore autoritaire, y exprimait une forme de résistance, de persistance intime, à la lisière de l'effacement. Mais le vers a trouvé une seconde vie, collective et transnationale, lorsqu'il a été traduit, adapté et repris dans les mobilisations féministes d'Amérique latine, notamment par le mouvement Ni Una Menos, qui puise volontiers sa raison politique dans la poésie, puisque Ni Una Menos est lui-même tiré d'un vers de poème. Ce slogan, donc, il voulait nous enterrer, mais il ne savait pas que nous étions des graines, a été réapproprié ensuite en Espagne, au Mexique, au Chili, en Colombie. On peut le lire sur les murs, dans les slogans des marches nocturnes, sur les corps peints des manifestantes. À Madrid, place de Cascoro, une fresque dédiée à la Journée mondiale contre les violences faites aux femmes le 24 novembre le met en scène. Une femme, dessinée de profil dans un style pop art, regarde vers la rue. De grandes fleurs jaunes, blanches et mauves lui forment une couronne autour des cheveux. Sa tête est levée, comme sur les affiches socialistes tournées vers l'avenir. Mais son regard n'est ni ferme, ni en colère, ni plein de détermination morale, comme c'est souvent le cas sur ces affiches. Il est surpris, écarquillé. Pourtant, il ne se détourne pas. Elle regarde et continue de regarder malgré l'effroi. Dans cette fixité sans emphase, il y a un effort de ne pas céder à la sidération qui ne cache rien de la difficulté de la tâche. Le slogan ne nie pas l'ensevelissement, mais il inscrit le deuil dans un devenir. C'est une réplique patiente qui s'avère redoutablement politique dans son inversion de la logique de la disparition. En se diffusant dans les luttes féministes transnationales, la phrase ou le vers a changé de nature. D'énoncé poétique, elle est devenue une disposition affective. Elle rappelle que la terre n'est pas seulement un lieu d'enterrement, elle est aussi un milieu de germination, ce sol que travaillent des pratiques de rassemblement, de partage, d'organisation, de désapprentissage, comme dirait Rita Segato. L'erreur des oppresseurs, ce qu'ils ont oublié ou ce qu'ils ne savent pas, tient à la nature même de ce qu'ils effacent. Quelque chose demeure en puissance. La promesse qui parcourt le poème de Fulur Farorzot, quand elle dit par exemple « Les nuages sombres annoncent toujours des versets fraîchement purifiés », cette promesse n'est pas une attente de ce qui viendrait de l'extérieur, mais une reconnaissance de ce qui est déjà là, en puissance et qui résiste. Cultiver l'enseveli, refuser l'ensevelissement n'est ni triste ni mélancolique. Cette force en puissance a pour langage et pour indice la joie. Il s'agit d'une expérience affective qui surgit d'une certaine intimité avec la mort, non pas la mort symbolisée ou prise dans un discours, mais la mort comme événement réel, partie prenante de la vie. Ceux qui ont fait attention aux derniers instants de la combustion d'une bougie savent que, juste avant que celle-ci s'éteigne, la flamme connaît un souffle et se met à flamber davantage. Et dans le martyre d'une bougie, il est un secret lumineux que connaît bien la dernière et la plus persistante flamme. La connaissance que nous transmet la poésie de Fulur Farorzot nous ramène au mouvement Femmes, Vie, Liberté, et surtout au fait qu'entre les mots femme et liberté, il y a vie. C'est un slogan paradoxal parce que, justement, c'en est pas un. Les liens entre les trois mots ne sont pas explicites. Chacun peut l'entendre à sa manière. Ce non-slogan dit quelque chose du soulèvement dont il se réclame, et qui fut un mouvement d'ouverture, un mouvement qui a sans cesse hésité sur lui-même, comme dirait Foucault, sans se fixer, pour le meilleur ou pour le pire. Les récits et les témoignages de ce soulèvement, comme celui de l'autrice iranienne qui signe sous le pseudonyme « Elle », comme « Love », précise-t-elle, et que vous pouvez retrouver en ligne dans la revue Ballast, ces récits racontent des stratégies de présence dans un face-à-face asymétrique. Ils résonnent avec l'expérience de la révolution iranienne de 1979, sur laquelle j'ai plus particulièrement travaillé, une révolution qui, contre la volonté de nombre de ses acteurs et actrices, s'est achevée par l'instauration de la République islamique, le même régime contre lequel se lèvent aujourd'hui les jeunes générations. J'ai retracé cette expérience à travers la préservation presque miraculeuse d'archives familiales, des lettres envoyées à une tante qui étudiait à Paris
écrite par ses sœurs restées en Iran alors que montait la fièvre révolutionnaire de 78 et 79. La correspondance se poursuit jusqu'à l'arrestation des sœurs, d'abord celle de ma mère, Fatemeh Zorei, en juin 1981, puis celle de ma tante, Fatoneh Zorei, en mars 1982. 15 ans plus tard, dans les années 2000, leur destinataire me les a lues et m'a autorisé à en publier quelques-unes dans l'ouvrage Le Cahier d'Aziz. Ma tante Fataneh fut d'abord une révolutionnaire fervente, puis elle mit la même ardeur à vouloir sauver sa révolution du projet islamiste et fascisant qui était porté par Khomeini. Et à son père, qui l'a conjuré de se protéger contre la répression des milices du Hezbollah, elle répondait, comme il le cite, comme il le mentionne dans son cahier que j'ai traduit, je cite ce que dit Fataneh sous la plume d'Aziz Zarei, « Est-il possible, après avoir supporté tant de difficultés, tant de sacrifices, après tant de persévérance et tant de martyrs, que nous offrions à demain le fruit de notre travail à une bande de 100 pays qui glanent les restes laissés par les autres, qui ont mis le feu à notre moisson et ont déchiqueté sans pitié les fleurs de ce jardin qu'étaient nos espoirs. Nous avons mis tout ce que nous avions, et même ce que nous n'avions pas, en gage pour nos idées. Il existe 2 voies pour nous maintenant, le martyre ou la victoire, rien d'autre, disait donc Fataneh en 1981. Mais la voix de Fataneh change dans la dernière lettre que nous possédons d'elle. Il s'agit d'un testament écrit avant son exécution. En mars 1982, Fataneh, qui était entré en clandestinité 1 an plus tôt, est arrêté et condamné à mort par un tribunal révolutionnaire pour inimitié contre Dieu, Moharebe. La lettre que nous avons est datée de juillet 1982. Elle fut donc écrite 1 an avant cette exécution, et donc c'était un testament qui a été laissé avant ce qui s'est révélé être une fausse exécution. C'est une forme de torture qui était beaucoup pratiquée. Fataneh sera tué quelques mois plus tard, en octobre donc. Quelques heures avant ce qu'elle croyait être sa mort, elle écrit donc à sa famille. Et pourtant, je n'ai jamais pu traduire le début de cette lettre. À un moment, elle écrit « La vie est sucrée. Mon Dieu, donne-moi le courage de la quitter. » Mais avant ces mots, sur plus d'1 page, ce n'est qu'un jargon, une suite de slogans propres aux Moudjahidines du peuple, l'organisation marxiste-islamiste d'opposition dont elle était membre. Cette organisation était entrée en lutte armée à l'été 1981. À partir de là, ses membres, ou ceux soupçonnés de sympathie, furent persécutés, souvent exécutés. Ma tante et ma mère étaient toutes 2 candidates pour ce parti aux élections législatives de l'hiver 1981. Peu après, ma mère fut arrêtée, en juin, juste avant que les Moudjahidines ne passent à la lutte armée et n'engagent une campagne d'attentats contre le clergé. Fataneh, elle, échappa à l'arrestation et entra en clandestinité avec son mari, et elle fut arrêtée 1 an plus tard, puis exécutée. Lorsque j'ai lu cette dernière lettre, des décennies après sa mort, je n'ai rien compris. Je me souviens de ma colère, froide, immense, en découvrant que cette femme, cette combattante, quelques heures avant ce qu'elle pensait être sa mort, avait une langue colonisée par un jargon politique, une langue desséchée, comme la sève qui quitte le bois pour le rendre mort. Je pense que le soulèvement Femmes-Vie-Liberté s'est confronté à cet héritage paradoxal de la violence idéologique, au fait d'en accepter et d'en refuser les legs, à travers des luttes qui échappent délibérément au slogan, à cette puissance d'assèchement, de désubjectivation de l'idéologie. La question de la vie nous ramène à celle du martyr. Une valeur était partagée, après la Révolution de 1979, par tous ces acteurs, victimes et bourreaux confondus. Un certain idéal du martyr, sous des formes à la fois laïques et religieuses. J'aimerais évoquer brièvement cette question, parce qu'elle se retrouve aujourd'hui dans une acuité nouvelle face à la guerre à Gaza, où le mot « shahid », martyr, désigne les morts, tous les morts, non seulement ceux qui ont choisi de combattre ou de se sacrifier, mais tous les morts du génocide. En 1979, en Iran, l'idéal du martyr révolutionnaire signifiait être prêt à donner sa vie pour accomplir un désir politique, une mort euphorique, une explosion du corps qui fusionnait avec le monde. Il comportait une dimension mystique, traversée par la volonté de justice sociale. Et l'anthropologue Farhad Khosrowshahi
l'a bien étudié dans ses travaux. Mais très vite, l'idéologie républicaine islamique a tout récupéré, donc a récupéré la mise de toute cette figure du martyr construite à travers les années révolutionnaires de 78 et 79, en reconfigurant le martyr autour de la notion de djihad, comprise comme guerre sainte, à la faveur de la guerre contre l'Irak. Elle a réinvesti cette grammaire politique, corporelle et désirante du martyr, dans un cadre strictement religieux. C'est autour de cet idéal que s'est bâtie la République islamique. Le martyr est devenu le moteur de la machine de guerre contre l'Irak et les opposants politiques des anti-martyrs. Les martyrs avaient raison de mourir, les opposants avaient tort. Le spectacle de leur exécution, de leur anti-martyr, visait non seulement à éliminer les plus courageux, mais à s'adresser à la société tout entière pour en refaçonner les valeurs. Ce patient travail de propagande, qui était infusé par les politiques de la cruauté dont j'ai parlé tout à l'heure, a atteint un double objectif. Retravailler les valeurs traditionnelles pour imposer l'idéologie républicaine islamique d'un côté, et retravailler la notion de responsabilité individuelle pour faire des prisonniers politiques les co-responsables de leur répression d'un autre côté. Les co-responsables de leur répression par leur refus de collaborer, par leur entêtement, et par extension, des co-responsables du niveau de violence répressive dans la société. Peu de temps avant l'arrestation de Fataneh, notre famille accueillait une nouvelle membre. Ma cousine Shohed, née en 1981, ressemble physiquement à notre tante Fataneh. Elle a le même caractère et aime les mêmes choses. Son prénom à l'état civil est Ozodeh, qui veut dire libre. Puis elle a été renommée dans le cercle familial Shohed, la témoin. Ce mot partage la même racine que Shahid, le martyr, la martyre. Shahadat étant à la fois le martyr et le témoignage, dans la tradition musulmane tout comme dans la tradition chrétienne. La Shohed vient au monde et trouve sa place dans la famille quand la Shahid quitte le monde et la famille, emportant avec elle le secret de sa maternité. Fataneh était en effet enceinte de 8 mois lors de son exécution, et notre famille n'a jamais su si sa grossesse avait été menée à terme, ni ce qu'il était éventuellement advenu de son bébé. Shohed a aussi un autre sens dans la poésie persane, c'est l'aimer. L'amour est mis à l'ouvrage comme riposte, présence et résistance. La psychologie n'est pas la seule façon de se référer au familial et à ses intrications. La confession n'est pas le seul mode de dévoilement. Il y a dans la parenté un travail politique. Notre recapture psychologique de l'intimité familiale décide des frontières qui nous empêchent de voir ce travail. Ces frontières sont en partie celles qui bordent les monades individuelles que nous sommes, en tant que sujets. Même si les questions de la parenté et du deuil, telles que les pense par exemple Judith Butler, nous rappellent à quel point les bords fragiles de ces entités qu'on sait être soi bruissent de partage mutuel. Et on peut citer ici Judith Butler, quand elle dit « car les autres primordiaux », donc les autres primordiaux, ce sont les premières figures d'attachement, les figures parentales, « car les autres primordiaux, qui sont mon passé, vivent non seulement dans la fibre même de la frontière qui me contient, c'est là un sens possible de l'incorporation, mais ils hantent aussi la manière dont je suis, pour ainsi dire, périodiquement défaite et ouverte à devenir sans limite. » La résistance des attachements, et par les attachements, poursuit sur d'autres modes ce que fait le soulèvement, vécu en Iran par l'Iranienne écrivant sous le pseudonyme « Elle » en 2022, ou vécu par Fataneh en 1979. Donc elle continue de brouiller ses frontières, d'investir ce lieu d'indétermination qu'on appelle le collectif, et ce qui l'ouvre comme modalité et possibilité d'action. Aujourd'hui, comme le soulignent des témoignages comme celui de Elle, c'est par attachement à la vie qu'on peut dire « je suis prête à mourir ». En effet, depuis la fin de la guerre Iran-Irak, qui était un carnage quand même de plusieurs centaines de milliers de morts, une contre-culture largement partagée s'est construite sur le rejet de l'idéologie mortifère du martyr. Et c'est aussi comme ça qu'on peut comprendre « femme, vie, liberté ». Mais la question de la mort sacrificielle n'a pas disparu. La tension demeure. Il s'agit alors de reconfigurer concrètement, de redéfinir concrètement la lutte pour affronter la disproportion du rapport de force
et la mort à laquelle expose toute protestation dès qu'on pose un pied dans la rue. Ce qui est frappant à cet égard, c'est que la résistance ne s'est pas armée en 2022 en Iran. Le cœur battant du soulèvement Femmes, Vie, Liberté était au Kurdistan et au Baloutchistan, deux provinces périphériques et historiquement marginalisées. Donc vous voyez le Kurdistan à l'ouest et le Baloutchistan à l'est. Dans ces régions frontalières, avec le Kurdistan irakien et turc d'un côté et avec le Pakistan et l'Afghanistan de l'autre, la présence des groupes armés n'est pas nouvelle. Au Kurdistan, des partis d'opposition en exil disposent de branches militaires établies de l'autre côté de la frontière irakienne. Au Baloutchistan, des groupes sunnites armés mènent régulièrement des attaques contre les forces de sécurité de la République islamique. Ces territoires sont traversés par des circuits de contrebande, des réseaux transnationaux et une mémoire vive de la répression, d'un pouvoir presque colonial du pouvoir central iranien. Des armes circulent, des structures de combat existent. L'option d'une lutte armée était disponible. Ce qui rend d'autant plus remarquable le fait que, malgré la répression extrême, les soulèvements n'aient pas pris cette voie. Ce refus ne va pas de soi. Il relève d'une stratégie à la fois discrète et puissante, assumée localement et tenue dans le temps. Plus des 2/3 des manifestants tués venaient de ces deux régions. Et pourtant, les formes de résistance y sont restées civiles, même face à la violence armée de l'État. Cela suppose une coordination et une discipline, au vu notamment de la circulation des armes. L'usage des cocktails Molotov, l'arme des sans-armes, n'exprimait pas la militarisation du conflit, mais il marquait un refus, qui est celui d'entrer dans le scénario que le régime cherchait à produire. L'objectif du pouvoir était clair. Il était d'isoler ces foyers de contestation, de les détacher du mouvement national et de les réduire à des insurrections régionales, séparatistes. En ramenant la confrontation à une guerre périphérique contre des éléments séparatistes, il aurait pu justifier un écrasement massif et désamorcer la dynamique unitaire du soulèvement. Face à cela, la retenue qui était observée dans ces provinces a constitué une forme de lucidité politique. Elle a permis de maintenir un front commun, de déjouer les divisions et de conserver le cadre d'une revendication citoyenne, en unité et en synchronie rythmique avec le centre. Elle a contenu, sans l'abolir, l'obsession du régime de transformer les soulèvements en menaces militaires internes à écraser au nom de la raison d'État, comme ça a été fait en 1979 jusqu'en 1981 à peu près. Alors quand la résistance ne s'arme pas, que lui reste-t-il? Il y a certes un repli, mais ce repli s'est fait vers des politiques de l'attachement, c'est-à-dire, comme je l'explique dans l'ouvrage « Femmes, vie, liberté, écho d'un soulèvement révolutionnaire en Iran », un repli qui passe par un renversement des valeurs, des affects et des modes d'identification collective. Ce renversement était en soi une proposition politique. Plus de 500 personnes ont été tuées dans la rue ou sous la torture en 2022-2023 et des centaines ont disparu. Mais l'exécution de quelques manifestants, issus de milieux modestes, a eu un effet dissuasif bien au-delà de leur nombre. Il ne s'agissait pas seulement d'éliminer des opposants, mais de montrer qu'on le pouvait et que personne n'y pouvait rien. Cette politique de cruauté, par la mise en scène et le suspense des exécutions arbitraires et par la temporalité judiciaire, visait à réactiver un instrument qui a été éprouvé de beaucoup de régimes de terreur, l'indifférence. La République islamique s'est patiemment construite sur une ingénierie du silence affectif, en entourant les corps menacés, ceux des prisonniers, des condamnés, des endeuillés, d'un halo d'isolement, de peur et de soupçon. Ce qui était visé, ce n'était pas seulement la bravoure et l'entêtement des opposants, mais les liens qui se tissent autour de la protection des vies vulnérables. L'exécution des manifestants en décembre 2022 a réactivé cette stratégie. Elle a cherché à désaffilier les vivants, à empêcher la formation d'un « nous » autour de ces vies exposées. La mort publique, documentée par des aveux forcés, inscrite dans un calendrier judiciaire minutieux, visait à produire la sidération comme mode de gouvernement, comme je l'expliquais plus tôt. Dans d'autres séquences historiques, comme lors des manifestations de 2009 pour un changement démocratique, qu'on appelle le mouvement vert, ces opérations avaient réduit au silence, avaient relativement bien fonctionné pour refabriquer un rideau de la peur. Mais cette fois, la réponse fut différente en 2023.
Les visages des condamnés ont circulé sur les réseaux sociaux. Leurs derniers mots ont été partagés. Leurs noms ont été répétés et célébrés. Leurs familles ont été soutenues. Elles ont été soutenues affectivement et matériellement. Des formes de deuil public ont été tentées, malgré le risque. Et ces gestes, qui reviennent à continuer de se sentir concernés ou à refuser de détourner le regard, sont des refus en acte qui relèvent justement de ce qu'on peut appeler une résistance affective. Et là, pour l'illustrer, c'est une photo des parents d'un des exécutés, Mohamed Mehdi Karami, qui viennent célébrer le Nouvel An. Vous voyez ici les sabzés dont je parlais tout à l'heure qui ont germé, les graines qui ont germé. Et donc c'est la tradition. L'opposition continue de s'inscrire dans une temporalité du deuil rituel. Et donc ça, c'est le rituel du Nouvel An où on se rend sur la tombe des proches qui sont morts dans l'année ou récemment. Et ce qui est très intéressant sur cette photo, c'est que la photo qui est sur la tombe n'est pas celle de Mohamed Mehdi Karami, donc de leur fils, mais celle de Seyed Mohamed Hosseini, qui est un autre manifestant condamné à mort, qui a été exécuté en même temps. Tous deux été exécutés en même temps. Et Seyed Mohamed Hosseini était orphelin. Et donc, c'est sa photo à lui que les parents de Mohamed Mehdi Karami mettent sur sa tombe. En tout cas, c'est comme ça qu'ils se photographient, qu'ils se mettent en scène. Donc, ces gestes amorcent une contre-politique de l'empathie qui s'affronte à la violence d'État sur le terrain du sensible. Elle maintient ouvertes les conditions de l'expérience commune, même dans le silence. Le film de Mohamed Rassoulov, Les graines du figuier sauvage, évoque le soulèvement à travers la vie d'un bureaucrate de la répression en Iran, en plongeant dans le labyrinthe du pouvoir iranien. Et ce film s'ouvre sur le cycle de vie du ficus religiosa. Donc, les phrases qui ouvrent le film sont les suivantes. Le ficus religiosa est un arbre au cycle de vie atypique. Ses graines chutent sur d'autres arbres dans des déjections d'oiseaux. Des racines aériennes en surgissent et croissent vers le sol. Puis ses branches entrelacent le tronc d'arbre hôte jusqu'à l'étrangler. Enfin, le figuier sauvage se dresse, libre de son socle. À la graine ensevelie qui attend sa saison, la saison propice, s'ajoute ici l'image d'une graine aérienne conquérant le sol de haut en bas. Elle pousse à rebours de l'ordre habituel, non pas promise à un avenir, mais déjà au travail, nourrie par ce qui devait la contenir. L'image évoque une vie politique qui ne renverse pas l'ordre établi, mais qui s'y accroche dans les interstices, les contourne et les vide. Elle se dresse à partir de ce qui devait la retenir, donc, et le soulèvement de 2022-23 a dit cela, il me semble. Le renversement n'est pas la seule figure de la libération. Et la dramaturgie révolutionnaire n'est pas le seul récit possible du changement radical. Comme l'image d'un enracinement à rebours, il invite à penser la révolution, non comme promesse, mais comme force vivante et comme force lente. Le cas iranien n'est pas isolé. Il aide à penser comment des renversements affectifs peuvent devenir en eux-mêmes des formes de résistance, y compris quand il est difficile de se reconnaître et de s'organiser. Ce travail prend des formes diverses, et ces formes doivent être identifiées dans la densité stratégique de chaque situation. Revenons par exemple à la sidération, dont on parlait, et qui était si centrale dans les régimes de cruauté. Cette sidération brouille la perception et elle suspend l'action. Et c'est ce que montre aux États-Unis, par exemple, la saturation sadique de l'espace public par les gestes violents qui ont marqué le début du nouveau mandat de Donald Trump. Et justement, lors de la prise de pouvoir de Trump, Judith Butler écrivait un article où elle rappelait que quelque chose pouvait résister à cette force de paralysie de la sidération, puisque l'indignation dans ces moments n'est pas un simple rejet, une forme de mobilisation qui souvent se fait de façon insuffisante, où on a à travers un sentiment d'épuisement, mais cette indignation opère aussi un basculement, un redressement de la perception, puisqu'elle peut apporter une lucidité accrue sur les mécanismes à l'œuvre, là où la sidération paralyse la pensée. C'est-à-dire qu'elle retourne le point d'appui de la cruauté, puisque dans ce cas, la violence ne paralyse plus, elle éclaire à rebours le système qui la rend possible. Et cette force de
de lucidité que peut apporter l'indignation. Par exemple, l'anthropologue Véronique Naum-Grapp, qui a étudié les viols de guerre en ex-Yougoslavie, en parle très bien. Et donc cette indignation maintient la possibilité du mouvement contre le désir de figer qui est au cœur des politiques de la cruauté. En Iran, l'affect à renverser donc, était l'indifférence qui atomise les communautés. Et si on se remet à penser comme ça dans l'épaisseur stratégique de chaque situation, ici en France, ce n'est pas tant d'atomisation et d'indifférence qu'on pourrait parler, mais plutôt de fatigue, une fatigue, un burn-out qu'il faut penser et combattre, non pas une fatigue individuelle, mais une fatigue politique. Donc on a pris l'habitude de penser et de parler de fatigue collective. Là, on parle par exemple de la lassitude de l'opinion, de la fatigue des donateurs dans l'humanitaire. La société de la fatigue décrit un âge du capitalisme qui est fondé sur la performance et l'auto-exploitation. Le surendettement, qui est une expérience qu'on partage largement, inscrit l'anxiété et l'épuisement dans la structure même du capitalisme financier, où on peut aussi penser à la charge mentale, bien sûr, des mères, qui est aussi pensée comme une forme de fatigue. La chercheuse britannique Anna Proctor explore une autre dimension. Elle se demande ce que devient l'énergie révolutionnaire après l'échec ou l'épuisement de la lutte. Que reste-t-il des affects politiques quand l'enthousiasme, la colère ou la foi se heurtent à la défaite, à l'immobilité, ou bien encore à l'absence de réponse, ou à l'impression que les réponses sont insuffisantes ou éculées. Cette fatigue qu'elle décrit n'est pas seulement un épuisement de nos forces, elle touche plutôt au ressort de l'engagement. On parle ici de découragement, de retrait, de cynisme, et surtout de doute sur l'utilité de l'action. C'est une lassitude qui est intériorisée et qui entraîne ce désinvestissement progressif du collectif dont on est familier. Cette fatigue est le produit d'un travail affectif continu, celui qu'on peut penser comme le fait de tenir dans des situations qui, elles, ne tiennent pas. Et Proctor, dans son analyse, cite des récits de militants ou de soignantes ou de survivantes qui sont toutes et tous confrontés à cette tension qui est de continuer sans penser, sans vraiment croire au fait qu'on puisse avancer. Et c'est ça qu'elle appelle les burn-out politiques, qui ne désignent pas seulement l'effondrement ou l'épuisement par fatigue physique, mais surtout cette idée d'un feu qui s'épuise faute d'oxygène. Donc cette fatigue est le produit d'une impuissance organisée, plus que d'un épuisement des ressources physiques. C'est le produit d'un monde où tout semble avoir déjà été tenté. Il ne s'agit pas ce qu'on se dit dans ces cas-là, ce n'est pas « je ne veux plus lutter », mais « je ne sais plus comment lutter ». Et donc il y a cette peur de s'acharner en vain. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi la pression d'un monde qui aimerait que les résistances cessent. Et c'est ce que rappelle l'intellectuelle ukrainienne Tatiana Ogarkova, et elle est citée dans un article d'Anna Colin-Lebedev, quand elle dit à propos de la résistance ukrainienne, « Quand on me demande « Êtes-vous fatigué ?», j'entends en réalité « Quand allez-vous enfin vous arrêter ?» Cet enjeu de la fatigue revient dans les récits d'activistes des soulèvements récents, au Soudan, en Ukraine encore une fois, au Bélarus, en Syrie bien sûr, au Liban, en Irak, en Iran, au Chili, en Pologne, en Hongrie. Il s'agit d'une fatigue qui est sentie physiquement, de devoir sans cesse restituer une image de son combat et de sa peine, c'est-à-dire de produire la preuve qu'il y a bien lutte, et de passer son temps, de prendre sur la lutte un temps précieux pour prouver qu'il y a lutte. Et ce qui est intéressant, c'est que Anna Proctor ne propose pas de surmonter la fatigue par un volontarisme ou une discipline de l'espoir, mais elle invite à reconnaître cette lassitude comme un affect politique à part entière, et donc de réfléchir dessus, en se posant la question de savoir comment on peut rester politiquement vivant sans être constamment sur le front, et comment est-ce qu'on peut tenir sans illusion. Et en posant ces questions, la réflexion se déplace vers la question de la temporalité qui sous-tend celle de l'épuisement. S'il s'agit de tenir,
Une voie peut être alors tracée hors de l'urgence, qui est souvent liée à la nécessité, en s'inscrivant dans un temps plus long et moins pressé par le désir d'arriver à son but. Dans ce cas, contrairement à l'indifférence ou à la sidération, la question n'est pas tant d'opposer un contre-affect à la fatigue, tout comme on oppose un contre-affect à la sidération, l'empathie, ou l'indignation, ou un contre-affect à l'indifférence qui est l'empathie, mais donc c'est d'ouvrir une autre temporalité où s'amenuisent les enjeux de l'épuisement. Enjeux de l'épuisement dans l'urgence qui sont polarisés toujours par ce point de butée de l'après, c'est-à-dire d'arriver au grand soir et ensuite on pourra se reposer quand les lendemains chanteront. Et donc ici, c'est ce que je vous ai présenté ce soir, c'est la réflexion que j'ai menée donc, autour de ces questions de politique de la cruauté et de politique de l'attachement. Il me semblait que ce chapitre, dans son parcours, permettait un petit peu d'exposer ces notions ou ces expressions qu'on me demande souvent de définir. Mais je voudrais finir par le parcours de ce chapitre lui-même, puisqu'il a nourri une réflexion et un travail collectif sur une performance. Je parle beaucoup dans le livre Résistance affective des grammaires de lutte, ou du fait de trouver un langage à la révolte. Et donc ce chapitre-là a nourri une réflexion collective sur une forme de mobilisation féministe contre le génocide en Palestine, qui déplacerait l'enjeu féministe et la prise de position féministe sur le génocide en Palestine, qui le déplacerait de la question des violences de genre à la question de la reproduction de la vie. Et donc à la question du génocide par la faim, qui par essence est radicalement une question féministe. Et dans ce sens-là, cette réflexion a nourri un travail collectif qui a abouti à une performance qui a été imaginée, créée par le collectif chilien L'Astésis, qui avait déjà imaginé la performance Un violeur sur ton chemin, qui était devenu le langage de la révolte au Chili en 2019, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui a été repris de par le monde. Et donc L'Astésis a imaginé une nouvelle performance qui s'appelle une résistance collective pour une libre Palestine et qui part de cette notion, qui part de cette phrase, de ce slogan qui dit « Nous plantons des graines collectives ». Et donc je voudrais vous partager les vidéos de cette performance à travers le monde, qui sont une espèce de voyage de ce travail-là, de parcours de ce chapitre-là. Un parcours du livre aussi, qui vient lui-même nourrir les mouvements dont il parle, en vous demandant, dans cette vidéo, de faire attention à la façon dont les femmes de New York font cette performance, et à ce que le fait que leur visage ne soit plus reconnaissable dit de la géographie désormais, de la topographie du pouvoir global. Il y a des visages qui peuvent s'exposer et des visages qui ne le peuvent plus. Et là aussi, la question du génocide en Palestine est un révélateur et un laboratoire de ce que nous sommes en train de vivre. Mais donc je vous laisse sur ces images. Merci de les lancer, Pierre, si vous pouvez. Semillas colectivas por una libre Palestina. Nous plantons des graines collectives pour une libre Palestina. Condenamos, denunciamos el silencio genocida de la hambruna en Palestina. Condenamos, denunciamos el silencio genocida que asesina Palestina. Plantamos semillas colectivas por una libre Palestina. Planting collective seeds. Palestine will be free. Insistimos, resistimos, exigimos digna vida, una libre Palestina. Insistimos,
libre Palestine, une résistance collective. Une libre Palestine et la fin du génocide. Resistencia colectiva, una libre Palestina. Resistencia colectiva, Palestina libera. Resistencia colectiva, una libre Palestina. Une résistance collective, une libre Palestine. Resistencia colectiva, una libre Palestina. Resisting collectively, Palestine will be free. Merci beaucoup, Chora, pour cette superbe intervention que vous pourrez aussi retrouver donc en ligne. Donc cette conférence a été filmée donc par Valentine Laharpe, que je salue, et donc ainsi que Pierre donc Maven qui est en cabine, donc qui a assuré cette projection. Donc on a un petit temps, si vous voulez un échange. Est-ce qu'il y a des questions, des souhaits d'expression? Bonsoir. Moi j'avais une question parce qu'on parle de Gaza, on parle aussi de la révolution en Iran. Comment on peut expliquer que par exemple sur l'Afghanistan et ce qui se passe pour les femmes, il n'y ait pas un mouvement aussi voilà, mondial comme on peut l'avoir sur Gaza ou sur d'autres révolutions, où là plus personne n'en parle, il y a de moins en moins de liberté, elles n'ont plus rien, elles ne peuvent plus étudier, elles ne peuvent plus sortir, et pourtant rien ne se passe. Comment finalement on peut expliquer finalement cette espèce d'amnésie collective, on va dire? C'est un point de départ de mon livre aussi, c'est la question de la réponse. Enfin, moi, il me semble qu'il y a vraiment beaucoup de raisons différentes. La raison principale est géopolitique, bien sûr. Le fait que les talibans sont revenus au pouvoir, négocier un retour au pouvoir négocié avec les États-Unis. Donc en fait, les pouvoirs qui d'habitude s'opposent sont là tous d'accord ensemble pour cette situation-là. Et donc il n'y a que les peuples pour agir. Il n'y a aucune prise géopolitique ou aucun État qui pourrait assumer une forme d'opposition ou de refus du pouvoir des talibans, malgré ce qu'en disent l'Union européenne ou les États-Unis. Ça a été négocié, le retour des talibans a été négocié en amont. Donc en fait, il y a un alignement de toutes les puissances, de tous les États. Il ne reste que les peuples. Les peuples sont très absents de la scène internationale, ça ne nous a pas échappé dans les dernières années. Et le pouvoir d'opposition des opinions internationales, il est pris dans une espèce il est pris en porte-à-faux entre, d'une part, le fait de défendre le droit des femmes afghanes et de se joindre, de se solidariser de leur résistance. Et dans ce cas-là, d'être instrumentalisé par des discours islamophobes. Et pour ne pas tomber dans un discours extrêmement condescendant qui voudrait libérer la femme afghane, ce que font les forces qui d'habitude sont quand même relativement les seules forces vives qui militent pour des luttes de libération, eh bien ce que font ces forces-là, elles s'en détournent. Elles se détournent du terrain parce qu'elles veulent le laisser à celles et ceux qui l'instrumentalisent. Et c'est ce par quoi je commence le livre, en montrant quel est le piège dans lequel tombe un féminisme décolonial qui se détourne des femmes afghanes comme il se détourne des femmes iraniennes, parce que
leur lutte est instrumentalisée à des fins islamophobes, et donc pour ne pas faire le jeu de l'islamophobie, on va juste ne pas en parler, eh bien dans ces cas-là, ce détournement-là, il laisse le champ libre à l'instrumentalisation, et il fait aussi que ces mouvements féministes décoloniaux qui se détournent n'apprennent pas de tout ce que ces soulèvements et ces résistances peuvent nous apprendre. Parce que par exemple, sur la question de la résistance de la société afghane aux talibans, je ne sais pas si vous êtes un petit peu informés, il y a énormément de choses. Il y a énormément de réseaux. Il est possible à chacun et chacune d'entre nous de parrainer des jeunes filles afghanes qui sont exfiltrées d'Afghanistan vers l'Iran, où elles peuvent continuer à étudier. On peut se porter parrain, marraine. On peut financer ces réseaux-là qui existent, qui sont portés par des personnes magnifiques, comme par exemple Belrace Jafari en France. Et il y a des radios qui diffusent sur Internet, par exemple, des cours pour les petites filles qui sont déscolarisées. Et donc, en fait, s'intéresser à tout ce qui se fait. Il ne suffit pas de dire « et on n'en parle jamais des femmes afghanes ». Mais concrètement, qu'est-ce que vous savez de tous les mouvements de résistance qui opèrent sur le terrain et avec lesquels on peut tout à fait se mettre en lien. Il ne suffit pas d'attendre que telle ou telle personne prenne position pour les femmes afghanes et se mettre en lien avec ces mouvements-là, ce qui est à la portée, mais vraiment de chacun d'entre nous, si on a 20 € par mois, eh bien, c'est une forme d'attention. Et c'est ce pourquoi milite le livre, en disant la solidarité, ce n'est pas s'aligner sur l'axe de la résistance contre l'impérialisme global ou au contraire de venir nourrir un discours de soutien aux femmes afghanes qui les instrumentalisent pour porter un discours islamophobe, mais cette solidarité internationale, ça peut être une pratique de l'attention qui est le fait de se relier avec des exilés qui peuvent nous apprendre ce qui se passe sur place et avec des exilés qui construisent de la solidarité transnationale sur le terrain en situation. Donc en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses et qu'il nous est très facile de rejoindre ce mouvement, mais la façon dont est structurée la parole de l'opinion publique internationale fait en effet, par un piège, qui est le piège de l'attention, fait en effet qu'il y a un silence sur les femmes afghanes, sur les femmes iraniennes, et que ce silence, c'est un grand manque à gagner et qu'il est à dénoncer, en effet. Et justement, peut-être pour embrayer sur ces histoires aussi d'attention, des politiques de l'attention et des représentations, enfin, tu en parles très très bien dans le livre. Donc, lorsque un certain nombre donc de combats sont médiatisés ou alors mis en scène, donc on a vu par exemple lors de Femmes, Vie, Liberté, donc voilà, on a vu plusieurs actrices, plusieurs personnalités se couper donc les cheveux, enfin une mèche de cheveux, etc. Est-ce que donc tu peux un petit peu parler aussi de cette mise en image et de cette mise en image très mainstream et parfois qui occulte effectivement plusieurs enjeux. Oui, c'est la question de la fétichisation, en effet. C'est la question de la fétichisation et le livre part de là où s'était arrêté Femmes, Vie, Liberté, qui suivait le mouvement, mais qui parlait du soulèvement à un moment où celui-ci était encore en cours. Je l'avais écrit alors que le soulèvement était encore en cours. Et là, dans ce livre-là, Résistance affective, il s'agit de repartir de là où on s'est arrêté, en pensant aussi à l'après-vie du soulèvement Femmes, Vie, Liberté et à la façon dont on a pu... dont on peut désactiver d'une certaine façon des luttes comme Femmes, Vie, Liberté en Iran, mais aussi Black Lives Matter aux États-Unis, en diffusant et en commodifiant, c'est-à-dire en consommant des gestes ou des slogans qui, à force d'être répétés, en fait, se déconnectent de ce qu'ils veulent réellement dire politiquement. Donc Black Lives Matter, ça veut dire réforme de la police et abolition du complexe carcéral aux États-Unis. Femmes, Vie, Liberté, ça veut dire dénonciation, remise en cause de la dimension patriarcale du pouvoir étatique et autoritaire et écocide. Et donc, est-ce qu'en Occident, ici en Europe, on est vraiment
si femme, vie, liberté que ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on est vraiment, même celles et ceux qui se coupent des mèches de cheveux, en train de remettre en cause la dimension patriarcale du pouvoir autoritaire et écocide? Je pense pas. Donc en fait, ça, c'est la première vie du fétichisme. Il y a une deuxième vie de la fétichisation de la lutte qui vient encore une fois, de cet usage du soutien au soulèvement Femmes-Vie-Liberté, mais à des fins de disqualification de l'islam en Europe. Alors que les populations musulmanes, les musulmans d'Europe sont maintenus dans une subalternité, et cette expérience subalterne est liée à des enjeux coloniaux qui ne disent pas tout. Je ne réduis pas à ça, mais par contre c'est absolument impossible de ne pas les voir et de ne pas les prendre en considération. Donc moi je veux bien qu'on ait toutes les discussions qu'on veut sur la question de l'islam politique, sans oublier que quand on en parle en Europe, on est en train de parler d'un rapport qui est aussi fondé sur un rapport colonial, ou l'héritage mal géré d'un passé colonial. Et donc en fait, cette question-là, elle est très sensible et très douloureuse, parce que les féministes décoloniales se sont simplement détournées. Et à un moment, certaines en sont même venues à dire il n'est plus opportun de se solidariser du soulèvement Femmes-Vie-Liberté, parce qu'aujourd'hui, l'islamophobie est telle, et surtout dans le contexte de la guerre génocidaire d'Israël à Gaza, on ne peut plus être en même temps en soutien au soulèvement Femmes-Vie-Liberté et en dénonciation du génocide à Gaza. Mais en fait, on peut tout à fait. Et moi, j'ai reçu des vidéos de la flottille, c'était laquelle, la Global Sumud Flotilla, le 16 septembre dernier, qui était le jour anniversaire, le jour de commémoration de la mort de Jina Mahsa Amini, il y avait des gens qui se criaient de bateau en bateau, Jin Jian Azadi, femme, vie, liberté. Donc oui, on le peut tout à fait. Et ce qui est l'erreur là qui est faite, à mon avis, de se dire je détourne mon attention des femmes afghanes et des femmes iraniennes parce qu'on les instrumentalise et que je ne veux pas participer de cette instrumentalisation, on reproduit finalement ce que Frantz Fanon reprochait au regard colonial, qui était de réduire les colonisés à des figurants qui pressent des éléments de paysage dans un décor. Et bien là, les femmes afghanes et iraniennes deviennent des éléments de paysage dans un décor pareil. Et donc, en fait, la question, c'est pas de reproduire ou de s'approprier les outils d'un regard ou d'une lutte ou d'un rapport pour essayer de les tourner à son avantage. La question, c'est de casser la machine de ce rapport du regard. Et donc, une des façons de le faire dans nos possibilités, puisqu'encore une fois, on est dans un rapport de force extrêmement asymétrique et on en a bien conscience, une des façons de le faire, c'est en reconsidérant ce qu'on met derrière le mot attention. Et donc, il ne s'agit pas seulement d'une économie de l'attention qui serait une part de gâteau. Donc, notre attention à nous, opinion publique occidentale, on peut mettre en lumière des situations et donc en laisser dans l'ombre d'autres. Donc, si on parle de Gaza, on va oublier le Soudan. Si on parle de l'Ukraine, on va oublier Gaza. Et il ne s'agit pas du tout de ça. On n'est pas dans un jeu à somme nulle ou dans un gâteau dont on se partage des parts. Mais l'attention, c'est une pratique. C'est pas juste comme ça des formes de mise en lumière. Ma définition de l'attention ne correspond pas à celle de Bolloré, c'est-à-dire que lui, il pense que j'ai du temps de cerveau disponible, mais moi, je ne conçois pas mon attention dans ces termes-là. Donc en fait, on a une souveraineté affective, comme on parle de souveraineté alimentaire, on se réapproprie ce qu'on entend par attention, et on ne pense pas notre attention dans les termes dans lesquels le pensent ceux qui l'utilisent pour nous gouverner. Et donc notamment, par exemple, sur la question, encore une fois, de la résistance afghane, il y a énormément de choses qu'il est possible de faire, on se met en lien, et il y a énormément d'exilés qui viennent de toutes les luttes dont on ne parle pas assez. On peut se mettre en lien, les écouter, les inviter, faire des réunions publiques, apprendre de ce qu'ils et elles ont à dire sur leur lutte et comment est-ce qu'ils la continuent ici aussi à travers des réseaux transnationaux. Et ça, c'est extrêmement important, notamment par exemple... Enfin bon, bref.
Moi, j'ai une question pour vous. C'est lié au burn-out un peu qu'on a du fait qu'il y a plein de changements de société actuellement. On peut voir le droit des femmes qui recule aux États-Unis. Et en fait, on peut tous avoir un peu cette sensation que finalement, on a beau mener des actions et on pense que ça avance, et puis finalement, on recule de 10 pas. C'est un peu qu'est-ce qu'on peut faire du coup pour éviter ce burn-out, ou en tout cas sortir de ce burn-out un peu de résistance qu'il y a actuellement. En fait, je trouve que la question du burn-out est compliquée parce qu'elle est utilisée. Donc Anna Proctor l'explore beaucoup. C'est aussi un mot qui permet justement de ne pas nommer les choses. C'est-à-dire que c'est une façon de... les politiques, les formes de sidération, de paralysie, nous mettent comme ça dans des formes d'impuissance, où notamment on n'arrive pas... On ressent peut-être des fois la colère, on voit bien ce qui cloche, mais on n'arrive pas à l'exprimer, à l'articuler. Et cette façon d'être acculé et la forme de souffrance particulière que cela produit, on appelle ça burn-out. On décide. Donc déjà, se mettre d'accord ou pas pour appeler ça burn-out, je pense que c'est un premier pas. C'est-à-dire qu'à un moment, le burn-out est une voie de garage qu'on peut décider de refuser comme façon de couvrir. C'est aussi... Enfin, dans quelle mesure est-ce que ce mot de burn-out ou cette catégorie de burn-out vient couvrir des situations qui sont... où ce qui est en jeu, c'est la non-circulation, la sidération, la paralysie et le fait qu'on n'arrive pas à réfléchir et à penser à nos affects, à ce qui nous affecte, à comment ça nous affecte, à comment se déprendre. Et donc je crois que ce qui peut nous aider, c'est de penser la question de la souveraineté affective. Et donc de refuser l'instrumentalisation des émotions, de refuser d'être gouverné à travers nos émotions. Mais ça ne veut pas dire de se replier dans le domaine du raisonnable ou du irrationnel, mais prendre acte qu'on est aussi des êtres d'émotion, mais arriver à les ouvrir, à les déplier pour soi. Donc je pense qu'il y a toute une... Et notamment, par exemple, il y a un travail dans les groupes militants, par exemple, dans les communautés militantes, il y a un travail intéressant qui peut être fait, qui est de ne pas penser uniquement en termes de stratégie des émotions, donc de comment est-ce qu'on est instrumentalisé à travers nos émotions, mais aussi de penser les émotions de la stratégie. C'est-à-dire que quand on a des stratégies politiques, quelle est l'économie émotionnelle qui irait avec ? Donc, quelles sont les formes de relations et de pondération entre la peur, la joie, la certitude, le doute ? Il y a toute une économie. Et je pense que ça peut être intéressant d'en parler les uns avec les autres parce que voilà, on peut expliciter des situations, on peut partir de situations vécues en commun et donc dénouer aussi des formes d'impasse ou qui créent en fait, dont l'accumulation crée le burn-out. Moi, je voudrais revenir sur quelque chose. Alors, je ne sais pas comment formuler la question, mais donc aussi bien dans ton film que dans tout ton travail, donc critique, de chercheuse, d'anthropologue, et donc tu articules tellement finement donc l'intime et le politique, l'intime et le collectif. Donc, comment est-ce que ce travail se fait en toi ? Parce que c'est ça qui est très impressionnant, je trouve, quand on découvre ton travail. Il se fait au long cours. C'est-à-dire qu'il se fait sur plusieurs années, voire 15 ans, 20 ans. Donc il se fait vraiment au très très long cours. Il se fait le jour comme la nuit, comme je le dis dans le livre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où j'arrête et où je me dis, bon ben je mets... Enfin, si, mais disons qu'il continue, et donc avec des méthodes aussi pour enregistrer ce qui continue comment les choses continuent à me travailler, même quand je quitte ma table de travail. Il se fait aussi... c'était avec Antonia Garcia, on avait fait un entretien sur justement Hitch et le cahier d'Aziz, et c'est la question, c'était Richard Virenque qui disait « j'ai fait ça à l'insu de mon plein gré », et donc il se fait
à l'insu de soi, à l'insu des autres, c'est-à-dire parce qu'en fait, j'ai développé la méthode sur moi, aussi en la développant sur les autres, parce que j'ai travaillé, enfin, je suis pas toute seule, là, je parle de ma famille, et donc j'ai dû travailler avec toute une famille qui en a marre, qui en peut plus, qui n'aime pas, qui ne voit pas les choses comme ça, qui aimerait bien que je m'arrête. Et donc en apprenant à être insistante avec les autres, mais en essayant de ne pas leur faire mal non plus, enfin, dans cette espèce de... Voilà, en essayant d'avoir un geste qui soit à la fois têtu, mais pas heurtant, du coup, j'apprends le même rythme avec moi-même. Donc, c'est comme ça que se fait ce travail. Et... il y a une chose dont parle l'anthropologue Vinadas, dont je m'inspire beaucoup, qui est une grande source de méthodes et de théories. Elle parle de la façon dont le savoir se dépose sur elle, comme ça. Et moi, quand j'avais fait le dossier de la note d'intention, comme on dit, pour le film Hitch, où je filmais les objets qui avaient appartenu à ma mère pour essayer de comprendre quelque chose de ce qui lui était arrivé, et je disais, je voudrais que le savoir se dépose sur moi comme la poussière se dépose sur les objets. Donc c'est aussi en laissant les choses. Donc voilà, c'est vraiment un travail lent. Je pense qu'il y a la question encore du temps. Donc c'est comme chez Anna Proctor. Ouais. Bonjour. Moi, ma question, c'était qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le lien qu'il y a entre les résistances affectives. Donc là, vous avez parlé d'un spectre politique, et on va dire peut-être plus largement de résistance affective dans vraiment d'autres domaines ou d'autres... D'autres domaines que le politique ? Oui. En fait, du moment que c'est collectif, c'est politique. Du moment qu'il y a un faire en commun, c'est politique. Donc ça serait si vous pouvez peut-être me donner un exemple, comme ça je vois à quoi vous pouvez référer. En fait, moi, ce à quoi je pensais, c'était, quand vous avez parlé par exemple, de corpsification, d'ennemis politiques, je sais pas, j'imaginais peut-être une forme de corpsification des individus, peut-être dans la société, mais peut-être qu'il y avait quelque chose qui était plus général et d'un autre ordre. Après, peut-être que je sais pas, j'étais une espèce d'idée d'intuition, mais peut-être qui est fausse ou erronée. Mais en fait, c'est l'idée du devenir cadavre comme forme de gouvernement par la cruauté, c'est ce que les Black Studies ont. C'est comme ça qu'ont été analysées en fait la mise en spectacle des corps, surtout d'hommes noirs tués par la police, mais dont les vidéos, enfin maltraités, tués par la police, et dont les vidéos circulent, et qui renvoient aussi à un passé esclavagiste, etc. Donc c'est la question du devenir cadavre, elle est forcément politique. Enfin, elle est forcément politique. Elle est utilisée. Alors, je pense que je ne sais pas. Si vous le pensez dans un sens figuré, je pense que c'était pas la question. C'est-à-dire que c'était vraiment très, très précisément le côté devenir cadavre au sens propre. C'est-à-dire on tue des gens. Et cette... Hein ? Voilà, ben non, en fait, moi je ferais pas ce pas-là. Je sais pas. Moi, je ferai pas le pas parce que c'est quand même important. Enfin, vous voyez les femmes, les manifestantes à New York, elles ont toutes le visage couvert. Et à Naples, et à Rome, et à Madrid, et à Paris, on n'a pas le visage couvert. Il y a quand même une différence entre les régimes où on n'a pas le visage couvert et le régime où on est obligé d'avoir le visage couvert. Alors peut-être qu'aujourd'hui, on peut faire des glissements du propre au figuré parce qu'on vit encore quand même dans des États où il existe des libertés publiques, même s'il y a de la fascisation, même si elles sont menacées, mais pour qu'elles soient menacées, il faut bien qu'elles soient là, sinon il n'y aura rien à être menacé. Donc c'est pour cette raison-là que moi je ne ferai pas de glissement du sens propre au figuré. Et donc on peut parler de dévitalisation. Mais c'est ça que vous parlez. Mais la dévitalisation, en effet, mais la corpsification, c'est pas pour soi, mais c'est comme spectacle. Hein. C'est ce que Ustendag appelle le traumatisme de la représentation. Donc en fait, c'est la question du triangle. Le fait qu'il se passe quelque chose, quelqu'un fait quelque chose à quelqu'un d'autre, il le fait pour ce quelqu'un d'autre, mais il le fait aussi pour nous qui regardons.
même si le fait qu'on regarde, c'est à la dérobée. Donc ça, j'étais très très littérale en fait sur ces politiques de cruauté, c'est vrai. Bonsoir. En fait, moi je m'interrogeais, là c'est vrai que quand on parle beaucoup de Palestine, et ce qui fait partie du monde arabe, mais à ma connaissance des pays arabes, il y en a 22, et je vais élargir aux pays d'Afrique noire également, où je pense qu'il y a eu un rendez-vous manqué. Je m'interroge par rapport aux besoins de démocratie, si ces combats-là ne s'effectueraient pas et ne se réaliseraient pas à travers le combat de la démocratie au sens large. Parce qu'à ma connaissance, les 22 pays arabes ne respirent pas la démocratie. Et il y a eu un coche qui a été loupé, c'est celui des printemps. Quant à l'Afrique noire, moi j'ai énormément d'affection pour les femmes du continent Afrique noire, parce qu'on n'en parle jamais, mais je ne suis pas sûr que du Bénin à Kinshasa, etc., on respire la liberté et puis l'épanouissement. Voilà. Mais en fait, c'est vrai, mais j'espère que je vous ai pas donné l'impression que j'étais là pour parler de Gaza parce qu'on n'en parle pas et qu'il faut en parler, dans le sens où, alors en effet, il y a la question du silence qui refaçonne notre espace démocratique ici. Mais pour ce qui est de tout le continent africain, de tout le continent asiatique, du reste du monde et même des États-Unis, qui aujourd'hui est dans une mauvaise passe, on n'est pas là pour parler des autres. On est là pour réfléchir aussi à nous, en s'aidant de ce que eux peuvent nous apporter. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'attention. Du moment qu'on est là pour parler des femmes congolaises en général, de toute façon on en parlera forcément toujours mal, avec condescendance, avec un regard qui est totalement décalé par rapport sans doute à ce qu'elles sont, comment elles se voient, comment elles se définissent, comment elles définissent leur lutte, quelles sont ces luttes-là, etc. Donc la question, c'est plutôt la question de l'attention comme mise en relation, notre capacité d'arriver à trouver des lieux où justement quand elles parlent, quand elles s'organisent, quand elles disent quelque chose, eh bien, on peut être à l'écoute. Se mettre à l'écoute, c'est pas si simple, mais on peut y arriver. Et donc, si on passait notre temps à essayer justement de s'éduquer, de s'auto-éduquer, pas de s'éduquer les uns les autres dans une posture mais de s'auto-former pour arriver à déceler le bon groupe de personnes qui va dire les choses et faire les événements qui, moi, me parlent, ça serait, voilà, je pense que personne n'a besoin de parler de personne, et donc c'est cette idée dont je parlais de la part de gâteau à se partager. On n'est pas là pour faire une recension et au bout du compte on a oublié de parler du Soudan ou du Liban ou de l'Iran ou du Congo, et il faut rendre hommage au courage des Chiliennes. Non, c'est vraiment chacune et chacun le fait. Comment est-ce qu'on se met en résonance avec ces écoutes-là pour ne pas nous finir en burn-out ici, parce que en fait le monde est invivable pour tout le monde.